Bonjour, merci de me retrouver pour cette conférence filmée sur comment reconnaître les signes d'angoisse, de dépression, de psychose liés au Covid-19 et comment y remédier. Je m'étais engagée pendant ce bouleversement covidien à intervenir gratuitement pour aider les entreprises mais aussi les particuliers à apprendre à reconnaître et gérer ce mal-être lié au Covid. C'est bien entendu toujours le cas. Je continue et continuerai à intervenir gratuitement pour expliquer ce qui va suivre. Je suis Diana Messiera, je suis coach en développement personnel pour le monde professionnel, auteur publié sur ces sujets, gérant et co-gérant des sociétés dans des domaines qui n'ont rien à voir avec ces sujets, consultante certifiée en cybersécurité et le meilleur pour la fin, ayant un quotient intellectuel qui ne peut pas être mesuré. Pourquoi? La raison pour laquelle je mentionne mon quotient intellectuel, mon QI, qui va au-delà des scores maximum qu'il est possible d'obtenir dans les tests de QI lambda, c'est pour me vanter un petit peu, mais surtout parce qu'expérience m'a prouvé que c'est la seule façon pour certains hommes de se mettre dans une disposition où ils sont prêts à écouter une femme. Alors heureusement c'est une minorité, mais comme ça j'ai aussi leur attention. Merci d'avoir choisi de prendre de votre temps pour écouter ce qui va suivre. Le Covid-19 et ses conséquences, directes et indirectes, sanitaires, économiques, sociales, tout cela a eu un impact psychologique chez chacun d'entre nous. Et oui, chez chacun d'entre nous. Nous avons tous été impactés par cette situation. Mais nombreux d'entre nous ne le reconnaissons pas. On dit « non mais ça va », moi ça a été, mais mon voisin, oh là là, etc., etc. On a tous été impactés parce qu'un changement dans notre environnement a un effet sur nous. C'est normal, c'est intrinsèque à l'être humain. Si dans la nuit, votre maison a été repeinte en bleu et que vous vous réveillez avec du bleu tout autour de vous, vous ne pouvez pas prétendre que ça ne vous fait absolument rien, mais que, oh là là, votre femme, votre mari en a parlé toute la journée et n'arrivait pas à accepter que les murs aient été repeints en bleu pendant votre sommeil par un inconnu. Tout changement extérieur a un impact intérieur. Il faut pouvoir le reconnaître. Cet impact peut être plus ou moins fort selon les gens. Si vous avez horreur du bleu, la nouvelle peinture de votre maison vous semblera d'autant plus difficile à accepter que si c'est votre couleur préférée. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'un changement extérieur a eu un impact en nous, nous sommes dans le déni. Et si on est dans le déni, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Et donc, on ne peut pas aider grand monde à notre tour. Pour tout ce qui va suivre, le principe est le même. Il faut pouvoir le faire, le reconnaître pour soi, avant de pouvoir aider les autres. Je vais donc faire un aparté sur ce sujet du déni pour expliquer la raison de ce déni. Il est lié à l'attente qu'on porte sur soi-même de ne pas craquer, tenir bon, rester fort, etc., etc., qui sont des objectifs comportementaux très positifs, n'est-ce pas? Le souci, c'est que quand on ne sait pas comment faire pour atteindre ces objectifs, on se retrouve dans un état où, inconsciemment bien entendu, on fait croire et on se fait croire qu'on a atteint les objectifs.
Et pourquoi on se fait croire qu'on a atteint les objectifs? Eh bien parce que l'échec est vu de manière négative plutôt que positive. Donc on se refuse à admettre qu'on est en échec. Mais c'est comme voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. L'échec peut être vu positivement en l'associant au fait qu'on apprend de nos erreurs. Et donc pour apprendre, il faut faire des erreurs. Les erreurs sont une bénédiction pour ceux et celles qui y voient un apprentissage continu. Alors, pour revenir doucement vers notre sujet initial. Numéro 1, gardons les objectifs de ne pas craquer, tenir bon, rester fort en tête, car encore une fois, ils sont très positifs. Numéro 2, acceptons de voir, de se poser, faire une pause, méditer sur les façons dont nous sommes impactés par cette situation de Covid. Acceptons de tout voir en conscience, tout ce que ça nous fait intérieurement, mais qu'on refoule profondément. Lorsqu'on a listé pour soi les façons dont on a été impacté, on n'a pas encore atteint les objectifs de ne pas craquer, tenir bon, rester fort. On peut même s'en sentir d'autant plus éloigné, mais rassurez-vous, il n'en est rien. À ce moment, ce qu'on doit faire, c'est de mettre en face de chacun de ces impacts un ou plusieurs éléments positifs qui y sont associés, ce que ça nous a appris sur les autres ou sur soi-même. Je donnerai des exemples un peu plus tard, mais pour poursuivre sur la séquence, numéro 4, laissons la magie de l'empathie opérer. Ce que ça signifie, c'est que quand vous avez fait ce travail de compréhension pour vous-même, vous allez pouvoir reconnaître chez les autres quand ils sont impactés par les mêmes éléments que vous et les aider à sortir eux-mêmes du déni ou de l'angoisse à travers des étapes précises que je vais détailler un peu plus tard également. Alors reprenons à l'étape 2 et 3. Voici des impacts en exemple qui sont partagés par nombre d'entre nous, ainsi que des exemples d'éléments positifs à leur associer. L'insécurité ou la peur liée au travail, le perdre de X milliards de manières différentes. Notre cerveau peut aller loin pour imaginer les pires scénarios parfois, n'est-ce pas? Les éléments positifs à associer sont de lister, je liste tout ce que je sais faire et peux faire pour me rassurer sur la multitude d'emplois auxquels je peux prétendre si ma peur se réalise. Et je n'arrête la liste que lorsque je me suis rassurée sur ce point. Je peux également demander à mes proches quel type de métier ils pensent que je pourrais faire. Regarder sur Internet tous les métiers qui existent quand je tape chacune de mes compétences, etc., etc. La peur de ne pas réussir à tout gérer, le travail à distance, les enfants. Les éléments positifs à associer peuvent être que j'ai la chance d'apprendre à mieux connaître mes enfants. J'ai la chance d'avoir des enfants, d'avoir un travail. Je n'ai pas à me lever tôt pour aller travailler. Je peux dormir un peu plus longtemps le matin, etc., etc. Ici, et comme pour la peur précédente et celles qui vont suivre, mais le fait est que c'est notamment plus accentué avec cet exemple. Attention, s'il vous plaît, à vous assurer que vous êtes bel et bien rassuré et que vous n'êtes pas en train de répéter
le conditionnement comportemental du j'ai atteint les objectifs. Et pour savoir que vous êtes bel et bien rassuré, eh bien, c'est l'état d'être que vous appliquez. Vous êtes content d'être en télétravail, vous êtes content d'avoir vos enfants, etc. Tout simplement, mais vous êtes profondément, sincèrement content. Tant que vous n'atteignez pas cet état d'apaisement, ça veut dire que vous devez rajouter des éléments positifs face à cet impact. Parenthèse fermée. On a en troisième exemple d'impact la peur de contracter le virus. Les éléments positifs à mettre en face peuvent être de transposer la situation aux mesures de sécurité routière. On applique les consignes de sécurité, on met sa ceinture dans la voiture, on met son masque quand c'est demandé. On garde une distance de sécurité avec la voiture de devant, on garde des distances de sécurité avec les gens, etc., etc. Et on se rappelle que cet épisode de Covid est temporaire alors que la sécurité routière est permanente et que le nombre de décès, malgré la sécurité routière, reste plus élevé. Et qu'on n'a pas peur dès qu'on voit une voiture ou quand on rentre dans une voiture. En dernier exemple d'impact, il y a la peur que l'épisode Covid-19 dure trop longtemps. Avant de chercher les éléments positifs à mettre en face, il faut creuser un peu et comprendre les raisons de cette peur, car généralement, elle est liée à une ou plusieurs des peurs mentionnées ci-dessus, et donc à leur liste d'éléments positifs. L'angoisse et la psychose sont visibles lorsque ces peurs sont exprimées. Et donc, la personne n'est pas en déni de l'impact que ça a sur elle. Pour ces personnes-là, vous pouvez les accompagner pour leur permettre de lister pour elles-mêmes les éléments positifs à mettre en face de chaque impact, en leur demandant comment elles se sentent. C'est facile avec ce groupe de personnes parce que quand ces peurs, ces impacts sont exprimés verbalement, puisqu'elles ne sont pas en déni des impacts que l'événement a sur elles, quand vous leur demanderez comment elles se sentent au fur et à mesure qu'elles feront l'exercice de trouver des éléments positifs, elles vont vous dire la vérité. Encore une fois, parce qu'elles ne sont pas en déni. Elles vont vous dire « ouais, ça va un peu mieux ». Vous saurez que vous devez les pousser à continuer la liste. Elles vont vous dire « ça va mieux, mais… » Là aussi, s'il y a un « mais », il y a soit à continuer la liste sur cette peur, soit à aborder une autre peur que la personne a, etc., etc. Jusqu'à ce que la réponse à la question « comment ça va » est « très bien » ou « je vais beaucoup mieux, merci beaucoup ». La gratitude est un bon signal qu'effectivement la personne se sent libérée. Donc vous l'aurez compris, le plus dur, c'est quand les angoisses ne sont pas exprimées, quand la personne est en déni, parce que dans ce cas, l'individu va prendre sur lui, et craquer tout à coup à la grande surprise de son entourage sur le moindre des sujets. Alors, pour cette catégorie, comment fait-on pour reconnaître que l'angoisse ou la psychose ou la dépression sont présentes même lorsqu'elles ne sont pas verbalisées? Un des premiers éléments qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille sont
les changements comportementaux. Si une personne d'habitude calme est très sur les nerfs, ou à l'opposé une personne très volubile qui devient soudainement très calme, ça vous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce type de changements comportementaux arrive souvent quand une personne est en profond déni et n'ose pas reconnaître qu'un événement extérieur a eu des impacts intérieurs. La majeure partie du temps à cause de cette connotation négative de l'échec, de la non-atteinte de l'objectif je vais bien dont on a parlé plus tôt. Le cerveau humain, qui reconnaît que la pression intérieure est trop forte, qui reconnaît que pour le bien-être de cette personne, il faudrait qu'elle réussisse à verbaliser ce qui la dérange et qu'elle s'en débarrasse, va inconsciemment pour la personne, va accentuer des ressentis qui d'habitude ne les touchent pas. Ou alors va pousser une passivité inhabituelle. Comme un opérateur qui serait dans notre cerveau, qui va tout à coup allumer tout plein de voyants normalement éteints pour la personne d'habitude calme, et éteindre tout pour se retrouver dans le noir le plus complet pour la personne d'habitude volubile. Alors faisons attention à ces changements de comportement, ponctuels bien entendu, mais surtout si le changement se prolonge, une discussion calme et ouverte avec la personne pour lui faire verbaliser la raison de son changement de comportement doit être mise en place. À ce moment, vous avez deux types de réactions possibles. Soit la personne va expliquer de manière logique, donc une manière qui va vous parler. Vous allez sentir que oui, en effet, ça explique ce changement comportemental. Dans ce cas, vous pouvez être rassuré, cette personne a simplement eu une prise de conscience sur elle-même ou son environnement et a décidé consciemment de changer son comportement pour s'aligner vers la nouvelle version d'elle-même. Et oui, même avec la personne qui était très calme et qui tout à coup ne laisse plus rien passer, si elle verbalise consciemment avoir réalisé, avoir trop donné ou avoir pris sur ses épaules pendant trop longtemps, et qu'elle ne compte plus laisser ce genre de situation perdurer, c'est extrêmement sain. Et ne vous en faites pas, elle expérimente en quelque sorte le côté inverse de son comportement passé, ce qui durera un temps plus ou moins long pour doucement lui permettre de trouver un équilibre entre ces deux extrêmes. Donc vraiment, ce premier type de réaction, le fait de réussir à verbaliser son changement comportemental de manière logique, c'est très bien. Mais le deuxième type de réaction, si la personne n'arrive pas à expliquer la raison de son comportement, là, c'est un signe fort que cette personne se sent dépassée par la gestion des conséquences de son déni intérieur. Et il faut donc accompagner cette personne très doucement vers la verbalisation de ses peurs. Puis, en l'aidant à trouver des éléments positifs à mettre en face de ses peurs pour éliminer l'impact. Et tout en vérifiant régulièrement, en posant la question est-ce qu'elle se sent mieux, et selon les réponses, comme on l'a vu plus tôt, vous saurez quand il faut continuer ou quand la personne est véritablement libérée de son angoisse. Le deuxième élément qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est l'absence de réponse.
Surtout en cette période où le télétravail est de mise pour beaucoup, l'absence de réponse, de retour, peut signifier que la personne se referme sur elle-même et commence à être dépassée. C'est démontré par une difficulté à gérer les éléments du quotidien et donc à être en incapacité de répondre aux appels ou aux emails pendant de longues périodes de temps. Ici aussi, l'absence de réponse peut avoir une explication logique et ici aussi, il vous suffira de demander la raison de cette absence de réponse en maintenant un climat ouvert et favorable, ce qui signifie que si en tant que manager, vous appelez cette personne en vous souciant de la complétude du dossier de Monsieur Dupont en temps et en heure, vous allez être inconsciemment guidé vers le fait de dire ou faire sentir à la personne que votre intérêt est dans le fait d'avoir le dossier Dupont finalisé et non dans son bien-être. Ce qui sera par la suite quasiment impossible de permettre une discussion franche pour amener la personne à verbaliser, puis à faire l'ensemble du cheminement que vous avez vu plus tôt. Ce qui signifie que vous, en qualité de manager, employeur, collègue, etc., vous devez avoir bien conscience de vos attentes avant de communiquer avec la personne. Communiquer, il y a le mot comment, ce qui est le contraire de répondre, répondre ou encore recréer, donc créer quelque chose de nouveau à partir des paroles prononcées, plutôt que de trouver et construire la base commune qui permet aux deux parties d'avancer dans la même direction. Tout cela touche donc à la fois à la création de la bonne attitude et à comment se libérer des attentes, tout en continuant à vivre, travailler, etc. d'une manière plus efficiente. Mais ce n'est pas l'objet de cette conférence. Donc, en tant que manager, employeur, collègue, on fait attention à se libérer de toute attente qui n'est pas comment la personne se porte avant de tenter de la contacter. Car en soi, le dossier Dupont ne sera jamais fait correctement si la personne ne va pas bien. On revoit donc ses priorités, mettre la pression par rapport au travail alors qu'il y a un doute, que l'individu est en désarroi, est un manque d'expérience de management efficient. Ça ne fera pas avancer qualitativement le travail, ça rajoutera du risque si la santé de la personne est fragile et ça brisera la confiance que cette personne a en vous. Alors, on reprend le fil. Donc, en tant que manager, employeur, collègue, on fait attention à se libérer de toute attente autre de comment la personne va. Et on reste à l'affût d'une explication logique. S'il n'y a pas d'explication logique, il faut suivre le cheminement qu'on a expliqué plus tôt, l'aider à verbaliser les peurs, à mettre des éléments positifs en face et à demander comment la personne se sent jusqu'à ce qu'on obtienne une confirmation franche que l'état de cette personne s'est amélioré. Et donc, à ce moment-là, ou pour le premier cas, celui de l'explication logique, c'est effectivement à ce moment-là que vous pourrez aborder la question du dossier Dupont. Où est-ce que ça en est? Un troisième élément qui peut mettre la puce à l'oreille est le manque de concentration cumulé au fait de s'inquiéter de choses décorrélées du sujet. Une personne qui a du mal à se concentrer et répond
à côté, en reportant la discussion sur le fait que telle ou telle autre chose qui n'a rien à voir avec le sujet les inquiète pour x, y, z raison, montre également une des facettes du déni. Que le sujet évoque ou non l'objet du déni, les impacts intérieurs sont tellement forts que la personne va inconsciemment projeter sa crainte sur autre chose, parce qu'elle n'est pas prête à faire face à ces impacts. Et comme dans de multiples cas, notre cerveau nous protège quand on n'est pas prêt. Il nous fait occulter complètement la chose en particulier. Nous nous sommes tous dit « Ah mais bien sûr, pourquoi je ne l'ai pas vu? Pourquoi je ne l'ai pas compris plus tôt ?» La raison à ça, c'est qu'on n'était pas prêt à entendre ou voir cette chose, tout simplement, parce que ça nous renvoyait à un conditionnement sur lequel on ne s'était pas libéré, parce que ça nous renvoyait à une fausse croyance, une pensée limitante vis-à-vis de nous-mêmes ou des autres. Quand on se dit « mais c'est vrai, pourquoi je n'ai pas mis un stop à cette situation plus tôt? Ça fait tellement longtemps que ça dure. » Eh bien la vraie raison, c'est qu'on portait, par exemple, le sentiment qu'on était redevable à la personne qui abusait de notre gentillesse, ou encore le sentiment qu'on devait se contenter de cette situation car on ne valait pas mieux, etc. etc. Et un jour, pour une raison euh, ou une autre, on a un déclic. Et tout d'un coup, on y voit clair. Et on dit stop, ça ne peut plus durer ça. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objet de cette conférence. Donc encore une fois, face à quelqu'un qui a du mal à se concentrer sur un sujet et qui projette une inquiétude sur un sujet autre, on comprend que cette personne est en déni sur un aspect qui n'est pas forcément l'aspect sur lequel elle a projeté son inquiétude. Attention, il ne faut pas faire de raccourcis, mais c'est une très bonne piste de commencer à creuser en utilisant l'aspect qui a été verbalisé, en aidant la personne à y mettre des éléments positifs en face et tout en lui demandant régulièrement comment elle se sent. Un quatrième élément qui peut mettre la puce à l'oreille est les bascules trop rapides en moins de quelques secondes d'une personne d'un état d'être à son extrême. Quelqu'un qui va passer aussi rapidement d'un sourire à la colère démontre que le sourire était une façade afin de montrer qu'on a atteint les objectifs de « je vais bien » et donc que cette personne est en déni. Alors vous savez quoi faire maintenant, l'aider à verbaliser les peurs sous-jacentes, l'aider à mettre des éléments positifs en face, vérifier son état d'être avec des questions ouvertes sur comment il ou elle se sent. Enfin, le cinquième élément qui peut mettre la puce à l'oreille est le fait que la personne évite le regard des autres. Cela démontre que soit cet individu a conscience des impacts intérieurs mais ne sait pas comment y pallier, soit qu'il est toujours en phase de déni mais n'arrive plus à inconsciemment faire croire qu'il a atteint les objectifs de je vais bien. Donc on se répète encore une fois, mais on l'aide à verbaliser les peurs sous-jacentes, puis à mettre des éléments positifs en face de ces peurs et à vérifier son état d'être jusqu'à être sûr que ça va mieux. Merci énormément pour votre attention. Merci pour les personnes que vous allez aider ou tenter d'aider. Je sais que pour certains, il y a des choses qui sont plus difficiles à admettre que d'autres.
mais ne sous-estimez jamais l'action de planter une graine. Merci encore pour votre attention.